Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous offrir une émission spéciale. C'est évident, nous allons vous parler de cette guerre en Ukraine et aussi, la Russie. Comme premier invité, nous allons recevoir Guy Duchesne. Guy Duchesne, c'est un homme d'affaires, un coach d'affaires du côté de Saint-Christophe d'Arthabasca, donc à Victoriaville. Il a senti l'appel d'aller aider et il s'est rendu justement à Varsovie. Je vous invite à écouter cette entrevue très émotive entre Guy Duchesne qui nous parle de la situation actuelle, là où il la vit du côté de Varsovie. Et croyez-moi, il en a entendu aussi des bombes. Dans mes amis, dans mon groupe d'amis, j'ai quelqu'un qui a pris la décision, et je pèse vraiment sur mes mots, parce que la plupart de ses amis, on lui a tous demandé pourquoi tu tiens absolument à être présent du côté de cette guerre en Ukraine. Alors, nous allons entendre la réponse dans quelques instants. Alors, je vous présente Guy Duchesne. C'est un homme d'affaires, un coach d'affaires de Saint-Christophe d'Arthabasca, Victoriaville, si vous préférez. Alors, il est justement, on va déterminer l'endroit exact parce que quand je l'ai appelé, il se retrouvait pas à l'endroit où il est présentement. Alors, Guy Duchesne, bonjour Guy. Bonjour Lydia. Alors Guy Duchesne, j'ai pesé sur mes mots parce que la plupart de ton groupe d'amis, on est des gens très inquiets et on se demande, est-ce que c'est une folie d'aller en Ukraine ou aller près de la guerre? Ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que comme plusieurs volontaires qui sont venus ici, on a eu un peu le même appel d'une certaine façon parce que depuis quand le discours de Vladimir Poutine a eu lieu le 22 février dernier, bien entendu, il y avait des entrevues avec des Ukrainiens déjà qui craignaient pas trop d'être bombardés, mais ça a commencé raide le jeudi, le 24 février. Puis là, les choses on pensait que c'était pour se limiter au Donbass initialement, mais là, ça a été au-delà de ces régions-là. Puis ça a été beaucoup plus violent qu'on le pensait. Et puis là, ça a juste escaladé. Et puis moi, bien entendu, je pouvais pas me passer là, de me tenir au courant, que ce soit via les réseaux sociaux ou certains postes européens là, qui diffusent des images qui étaient un peu différentes de celles qu'on reçoit au Canada. Et puis, bien entendu, je pouvais pas, je sais pas, ça m'a appelé, je pouvais pas laisser passer ça. Puis, ça a commencé par un don à l'armée ukrainienne directement via la Banque d'Ukraine. Puis qui a été initié d'ailleurs par Jean-François Lisée. J'ai pris son idée de là. Et puis, je trouvais que c'était pas assez. Je voyais ça de jour en jour. Je me disais, faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai commencé à communiquer avec la Croix-Rouge. J'ai commencé à communiquer avec les Nations Unies. Et puis les gens, ont été très collaborateurs, mais ça s'est passé tellement vite que autant les gouvernements que ces organisations-là étaient un peu dépassés par les événements. Et puis, les processus pour pouvoir être un volontaire certifié, je pourrais dire, là, étaient très longs. Fait que moi, je pouvais pas attendre. Je trouvais que ça s'enflammait. Puis, je me disais, c'est là que les Ukrainiens ont, en tout cas, avec l'humble contribution que je pouvais apporter, c'est là qu'ils ont besoin de moi. Fait que j'ai pris la décision carrément de prendre mon billet d'avion puis de m'en venir en Pologne. Je trouvais que c'est peut-être l'endroit, premièrement, que je connaissais le mieux, où il y avait le plus de réfugiés aussi qui rentraient au pays. Et puis, l'endroit où je pense où mes contacts étaient le plus solide. Fait que ça l'a pris, je dirais, j'ai pris ma décision là au début mars et puis à la mi-mars, troisième semaine de mars, j'étais parti. OK. Et ça, c'est certain que votre femme est sûrement inquiète aussi, là, la famille proche, vos enfants. Est-ce qu'ils ont eu un droit de parole? Comment ça s'est passé? Ou... Définitif. Il y a eu... c'est sûr que José me connaissant, je suis quelqu'un qui
quand je prends une décision, c'est pas facile de me faire tourner de côté, mais elle comprenait ce qui m'appelait. Puis oui, il y a eu de la peine, il y a eu de la crainte, il y a eu de l'inquiétude, surtout à ce moment-là où il y avait une offensive de la part de l'armée russe qui s'en venait surtout vers l'ouest. Puis il y avait une crainte aussi que ça déborde au niveau de la Pologne. Fait que oui, il y avait une crainte, puis il y a eu quelques minutes de dissuasion, mais je pense que ils ont compris ce qui m'appelait, puis ils ont compris que c'était plus fort que moi, c'était plus grand que moi. Puis bon, un coup que ça a été comblé, que ça a été discuté, ben j'ai eu juste le support puis l'encouragement des démarches que j'étais en train de faire. Le danger. Est-ce que Guy Duchesne a peur du danger? Sincèrement, je ne sais pas comment le définir. Je dirais que je ne suis pas quelqu'un de nature très peureuse. Je pense que je suis capable de m'en aller un peu à l'aventure. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Je suis quelqu'un qui a fait face à différentes circonstances dans ma vie. Mais je n'irai pas au-delà de ce qui est déraisonnable, je dirais. Là. Tu sais? Bon. Et on en a la preuve. Actuellement, vous êtes dans quel lieu, là? Vous êtes où? Ben, actuellement, moi, je suis à Varsovie. Oui, en fait, moi, j'ai pris l'avion de Montréal, Toronto, Varsovie. Et puis, à Varsovie, bien entendu, je suis descendu à une ville qui s'appelle Debicha, qui est à environ 1h30 de la frontière ukrainienne, OK? Parce que j'avais initialement un contact avec une compagnie ontarienne qui a un centre de distribution ici en Pologne, qui reçoit finalement des dons de compagnies, entre autres, et de gens qui fournissent des accessoires médicaux. Et puis, on était en contact depuis un bout de temps, puis bon, ils pensaient possiblement être capables de pouvoir me faire rentrer pour aller à faire des livraisons à vivre de matériel médical. Sauf que les certifications, puis comme je disais tantôt, avec les gouvernements, c'était tellement complexe qu'il fallait attendre plusieurs semaines avant d'avoir ces certifications-là. Et puis, moi, ben, je voulais agir sur le champ pour pouvoir aider les Ukrainiens. Qui te protège? Est-ce que c'est l'armée ou c'est quoi? Tu n'as aucune protection, là. J'ai aucune protection, mais là, je suis toujours en Pologne. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment inquiétant, là, à part le fait que quand je suis arrivé, je sais qu'il y a eu des vols de jets de MiG-29 de l'armée russe au-dessus de la Pologne. Il y avait des frappes qui s'en venaient vers l'ouest. Puis d'autant plus que je suis arrivé, moi, durant la même période que M. Joe Biden était ici à Varsovie. Fait que lui est descendu à Krakowska, qu'on appelle, qui est tout près de la frontière ukrainienne. Puis je suis descendu la même journée que son équipe dans ce coin-là. Puis là, il y a eu des bombardements dans l'Ouest. Est-ce que c'était spécifiquement pour passer des messages, le fait que les Russes savaient que le président américain était à la frontière ukrainienne, etc., je ne sais pas. Mais il y a eu effectivement des bombardements cette journée-là, près de la frontière ukrainienne. Et puis, ça s'est passé durant une journée, puis après ça s'est estompé, puis ça s'est reconcentré plus dans la région de Kiev et de Kharkiv, puis tout ça. Fait que tout ça pour dire que non, il n'y a pas personne qui assurait ma sécurité. J'en sentais pas le besoin non plus, là. Par contre, quand je suis arrivé près de la frontière ukrainienne, là, je peux vous assurer que autant l'armée polonaise que les policiers polonais sont déployés là, de façon importante à la frontière pour plusieurs raisons. Puis donc, dans cette optique-là, je me sentais très en sécurité. Oui. Est-ce que tu sens que des réfugiés arrivent en Pologne? Ah, pas je sens, je les ai vus, je les ai côtoyés. La première journée que je suis arrivé, je me suis rendu directement
à l'arrivée, justement, des réfugiés à Mythika. OK? Donc, je vous ai dit que j'étais à Debicha. Moi, je ne pouvais pas résister au fait de dire, ben, je vais aller voir ce qui se passe vraiment à la frontière. Et puis, me présenter aussi comme volontaire auprès des différentes organisations parce que la plupart des organisations importantes sont à la frontière pour recevoir les Ukrainiens quand ils arrivent de vivre ou même on envoyait qui arrivaient à pied, etc. Fait que moi, j'étais là justement pour la première journée, j'étais là pour les recevoir. J'ai aidé je dirais, une organisation humanitaire qui s'appelle Human First, qui est une organisation mondiale. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai transporté du matériel pour eux. J'ai aidé des Ukrainiens des personnes âgées qui ont dû, en chaise roulante, là, se faire aider pour pouvoir traverser la frontière par soit leurs enfants, etc. Donc là, j'ai commencé à voir ce qu'était la réalité là, des gens qui pouvaient avoir marché des kilomètres et des kilomètres, qui étaient extrêmement fatigués, majoritairement des femmes, des enfants, des personnes âgées. Fait que c'est ça. Oui. Et à l'heure où on se parle, le train fonctionne toujours parce que même les passagers qui prennent le train sont pas certains d'arriver non plus vivants parce qu'on bombarde aussi le réseau ferroviaire. Ben, on a vu dans les derniers jours, justement, qu'il y a eu une frappe de missile à Kramatorsk, là, dans une gare, effectivement. Mais depuis le début de la guerre, en passant, il y a des frappes sur des civils. Les civils sont pris en otage là-dedans. Là, tu sais, il y a des messages qui se passent, puis c'est des frappes délibérées là, de la part de l'armée russe. Fait que oui, les gens qui sont surtout dans l'Est sont vraiment pas à l'abri et en sécurité. Là. Oui. Est-ce que je vais juste faire un comparatif quand on est sur place, comment on comprend l'information et quand on est justement en Pologne, là où vous êtes, Guy. Je vous ai montré avant l'entrevue, c'est une photo qui me rend très émotive dans le Journal de Montréal, qui est datée du 4 avril. C'est un homme qu'on voit étendu à terre, il est mort, et il y a un sac de pommes de terre juste à côté de lui. Ou encore l'autre photo où le chien attend que son maître se réveille. Regarde, j'ai même de la misère à en parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Moi, je me suis dit, ben, le père de famille est chez lui. Il se dit, ben là, si ça continue comme ça, ma famille va mourir. Alors, d'une manière ou d'une autre, je risque ma vie, mais il faut que je nourrisse ma famille. Alors, je suis allée me chercher un sac de patates, mais il s'est jamais rendu chez lui. Alors, ça, c'est ce que moi, je comprends. Pouvez-vous me donner d'autres détails là-dessus? Vous n'avez entendu parler, sûrement. Oui, il s'en est parlé parce que moi, en fait, comme je dis, tu sais, j'ai travaillé quelques jours à Medica, mais j'ai été par la suite redirigé par le groupe de Human First, justement, comme volontaire dans un centre d'achat qui a été réaffecté pour recevoir les Ukrainiens qui arrivaient par la frontière de Medica avant de s'en aller justement dans d'autres pays où le temps qu'ils sachent où ils s'en allaient. Et puis, bien entendu, la situation de Boucha, moi, à toutes les fois que il arrivait des gens de Mariupol, par exemple, ou d'Ostomel, ou les nouvelles qui arrivaient de Boucha, parce qu'il faut comprendre que Boucha était une ville assiégée par les Russes. Hein. Donc, ça veut dire que c'était clos. Même l'armée ukrainienne ne rentrait pas dans Boucha. Mais un coup que les Ukrainiens ont libéré la ville de Boucha, ben là, ils ont pris conscience, puis ils ont constaté finalement les horreurs qui se sont passées là, où les personnes avaient été laissées pour morts dans la rue. Et puis là, bien entendu, il y a de l'information. Les gens où j'étais dans le centre, ils s'informent de ça, hein, parce que la première chose qu'on fait quand on reçoit les réfugiés dans un centre de 1600 lits comme ça, c'est qu'on lui donne des cartes SIM pour que les gens gardent communication avec leur famille.
Fait que moi, on avait des gens de Boutcha, il y avait des gens de Kharkiv, des gens de Kiev, du monde un peu partout. Puis, en fait, l'information, nous, qu'on recevait, c'est que les soldats russes, quand ils assiégeaient une ville comme Boutcha, par exemple, c'est qu'ils commettaient toutes sortes d'horreurs, tu sais. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont fait fusiller derrière la tête, les mains liées dans le dos. Les soldats russes étaient souvent en boisson. Et sur le toit des maisons, hein, c'est ça. Hein? Les snipers se sont, excusez l'expression, eux autres se sont amusés, là, un coup en état de grande ébriété à viser des gens, puis ce monsieur-là en aurait fait partie. Il s'en allait nourrir sa famille. Et puis, c'est des choses comme ça qui se sont passées. Les viols, mais ça, je veux dire, c'était terrible. Les Russes, on le sait, là, aujourd'hui, ils ont rentré dans les maisons, ils ont volé des bijoux, ils ont volé de l'argent, ils ont volé toutes sortes de choses qu'ils ont ramenées dans le tank, qu'ils ont envoyé en Biélorussie pour retourner ça dans les familles en Russie. Pendant ce temps-là, ils ont occupé des maisons, puis ils ont violé des jeunes filles pendant des jours. Ils ont assassiné des parents, des grands-parents. Fait que c'est ça qu'actuellement, bien entendu, Boutcha est actuellement sous enquête par la Cour pénale internationale, puis amener ces gens-là probablement, éventuellement, pour crimes de guerre devant la justice. Guy, c'est un conflit, mais c'est pas tout le monde. On arrive à comprendre non plus. On se bat pour. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas arrêter cette guerre? Mon Dieu, ben là, je suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais on sait d'ores et déjà qu'actuellement, les propagandes russes, de leur côté, de la façon dont ils justifient leur guerre, c'est par la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Mais on sait qu'aujourd'hui, avec les lectures, je ne suis pas un stratège militaire, mais avec les lectures que la plupart des médias en font, européens, ben c'est que là, ils veulent prendre finalement tout ce qui est le Donetsk, le Louhansk, tout ce qui est le Donbass, lier ça avec Mariupol pour, je dirais, privatiser d'une certaine façon l'accès à la mer Noire, qui est donc Mariupol. C'est pour ça qu'on entend actuellement Mariupol a été détruit à 95%. Le pétrole, c'est le pétrole, l'accès au pétrole aussi. C'est pas juste le pétrole, c'est le port de Mariupol. Fait que, on parle de nourriture, on parle de blé. Le transport. La Russie est un grand producteur de blé. Oui, il y a le pétrole, il y a le gaz. Mais, entre autres, ça va au-delà de ça. Là. Je dirais, si je pense que les justifications je dirais qui ne sont pas partagées par l'Occident, là, bien entendu, mais les justifications que Vladimir Poutine donne, il les donne très, très bien à son discours du 22 février dernier. Il donne toutes les raisons pour lesquelles il va envahir l'Ukraine. En réalité, l'Ukraine est une colonie avec un régime de marionnettes. La langue russe est exclue de la sphère publique, des écoles et même des magasins. Également, nous avons déjà entendu des déclarations ukrainiennes comme quoi l'Ukraine est prête à acquérir des armes nucléaires. Tout simplement, ils ne veulent pas avoir un grand pays indépendant comme la Russie. C'est ça la réponse. C'est ça la source de la politique traditionnelle américaine envers la Russie. L'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et du déploiement de tous ces systèmes, c'est une décision qui a déjà été prise. C'est juste une question
de temps. Et bien sûr, les dangers pour la Russie augmentent énormément et surtout le danger d'un coup, d'une frappe inattendue. Les États-Unis travaillent sur la création de missiles de portée de 5500 km et moins de 35 minutes. Il faudra pour les missiles Tomahawk pour atteindre les cibles en Russie et seulement 4-5 minutes pour les missiles hypersoniques. Les menaces augmentent. Donc la Russie a le droit de prendre toutes les mesures pour assurer sa propre sécurité. Mais ça, c'est ses croyances à lui et à son gouvernement, tu sais. Nous autres, bien entendu, autant les Polonais puis tous les gens qui supportent l'Ukraine, je veux dire, c'est un acte barbare et une invasion unilatérale sans que les Ukrainiens aient provoqué quoi que ce soit. Et on sait que des fois, les Américains veulent aussi s'installer en Ukraine. Ça, est-ce qu'il y en a été question? Ou? Il est question, ce qu'on entend, c'est que, puis encore là, ça demeure de la propagande. Parce que là, vous me demandez un peu. Oui, c'est pour ça. Vous êtes sur place, moi non. Il justifie ça en disant que, il y a eu des laboratoires qui ont été, je dirais, élaborés autant par le gouvernement ukrainien en collaboration avec les Américains pour fabriquer des armes biologiques, puis des virus, puis toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de propagande qui circulent, là. Même le nucléaire, tu sais, les gens parlent beaucoup, est-ce qu'on va en arriver à une guerre nucléaire ou c'est la guerre par les bombes? C'est quoi l'avenir, selon ce que vous pouvez palper? Il y a une chose qui est certaine, c'est que avec ce que je lis, avec ce que j'écoute, avec les gens avec qui je parle, c'est une situation qui est escalatoire. C'est-à-dire que depuis le début, je dirais que la pression entre l'OTAN et l'Ukraine et la Russie n'a cessé d'augmenter. Donc, l'OTAN s'implique de plus en plus avec l'Ukraine pour qu'elle puisse combattre et résister finalement à l'envahissement des Russes. Puis de l'autre côté, c'est que la Russie a subi beaucoup d'échecs, a subi beaucoup de revers. Même cette semaine, là, il y a un emblème qui a été détruit, là, qui est finalement le Moskva, là, qui est le navire amiral russe, qui est un emblème, qui est Moskva, qui veut dire Moscou. Là. Puis on sait que les Russes sont extrêmement frustrés de cette situation-là. Et puis, on voit qu'il y a plus de frappes dans l'Ouest depuis qu'ils ont coulé ce navire-là qu'il y en avait avant, où tout était concentré dans l'Est depuis la dernière semaine. Okay. L'autre chose qui est escalatoire, c'est que là, la Finlande et la Suède ont annoncé leur volonté de faire partie de l'OTAN. Puis ça va carrément à l'encontre des volontés de la Russie. Puis le ministre de la Défense russe a menacé d'une possibilité de frappe nucléaire éventuelle si la Finlande et la Suède feraient partie, s'intégreraient finalement à l'OTAN. Ouais, c'est du sérieux, c'est très sérieux. Puis une autre question, est-ce que, Guy, je sais que tu fonctionnes quand même seul, est-ce que tu as pensé à joindre l'armée ukrainienne, par exemple? Est-ce que ça... Non. Est-ce important? Ou... Non. Premièrement, j'ai pas les qualifications, j'ai pas tu sais, ça prend de l'entraînement. Non, ça m'a même pas passé par l'esprit. Je vais te dire, moi, où je m'arrêtais finalement en termes de contribution, finalement, auprès des Ukrainiens, c'est de la possibilité de rentrer en Ukraine, d'aller à Lviv, qui était, je calcule, une des villes les plus sécuritaires, là, ou à peu près, là.
pour ramener des Ukrainiens à la frontière polonaise. Ça n'a pas été possible. Il y a été à un moment donné qu'il y avait peut-être des possibilités, mais encore une fois, d'obtenir les permis. Il faut penser là-dedans là, que les volontaires là, qui s'impliquent, qui ramènent directement des Ukrainiens dans d'autres pays, que ce soit la Pologne, la Roumanie, etc., sont passés au crible, hein, parce que il y a eu beaucoup, malheureusement, dans des circonstances de guerre comme ça, il y a eu beaucoup au début de la guerre, de trafic humain. Fait que là, l'armée, le gouvernement polonais, la police surveillent ça de près parce que c'est des personnes vulnérables, hein, les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins, des femmes qui arrivent seules, bon, des femmes qui veulent gagner de l'argent, puis là, ils se font proposer des choses. Fait qu'il y a eu beaucoup de trafic humain. Fait que c'est sûr que d'obtenir les permis, c'est long. Guy, en guise de conclusion, être à refaire, est-ce que tu referais les mêmes choses? Définitivement. Du jour au lendemain, ces gens-là ont tout perdu. Tu sais, ils arrivaient, leurs biens les plus chers, là, ils les avaient dans une valise, dans un sac à dos. Les maisons, aujourd'hui, sont détruites. Mais ils ont une force en dedans d'eux autres qui est incroyable. Ils ont un courage, une résilience. En tout cas, Guy, merci hein, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Et là, je me joins à tous tes amis, José, tes enfants, moi, nous t'aimons, puis reviens vite. C'est ça. C'est réciproque. Les valises sont prêtes, je suis prête à partir. Parfait. J'ai hâte de vous voir. Merci, Guy. À la prochaine. Je m'entretenais donc avec Guy Duchesne, coach d'affaires de Saint-Christophe d'Arthabasca, qui a senti l'appel d'aller aider du côté de l'Ukraine. Alors là-dessus, ça complète déjà notre émission. Alors, on se dit tout simplement à la semaine prochaine. Et si vous voulez réécouter cette émission ou encore toutes les autres d'Érable en bref, vous n'avez qu'à faire tvc.org. C'est notre site web et nous vous souhaitons une excellente semaine et surtout à la semaine prochaine.